François Nzekouye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je le disais, député national élu de Rutshuru, vous êtes de la majorité. Hier, vous avez déclaré recevable le projet de loi des finances 2015. Est-ce que vous estimez que notre pays mérite un budget de près de 9 milliards de dollars? Pas du tout. Nous estimons que 9 milliards reste peu par rapport aux ambitions de la République démocratique du Congo. Mais 9 milliards, c'est beaucoup. Si on regarde en arrière, il y a 10 ans, nous n'avions que 300 millions de dollars de budget pour toute la nation congolaise. Et donc, nous estimons aujourd'hui que des efforts palpables sont réalisés par notre gouvernement et nous devons les soutenir pour aller de l'avant. Alors, 9 milliards, c'est pas assez, vous le reconnaissez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait plus de mobilisation des recettes, d'abord au niveau interne? Il y a plusieurs choses à faire. Dans l'état actuel, sans augmenter une nouvelle activité, la première chose à faire, c'est la traçabilité des régies financières. Aujourd'hui, il nous arrive malheureusement d'avoir des déclarations diverses entre la DGDA, la DGI et la DGRAD. Il faudrait donc une informatisation et une interconnexion entre ces services, ce qui est prévu dans le budget 2015, de sorte qu'à chaque instant, l'on sache à Kasumbalesa, à Ishacha, à Bunagana, à Kassindi ou à Mahagi, qu'est-ce qui a été mobilisé et cet argent-là va où? C'est la première question. Tracer les recettes de l'État. La deuxième question qu'il importe de régler, c'est les contrôles réguliers des performances des agents de l'État. Ce n'est pas normal qu'à un trimestre, on mobilise plus et un trimestre plus tard, on en mobilise moins sans qu'aucune question n'ait changé dans l'environnement économique. Donc il faut qu'on sache s'il y a des détournements qui se font à un niveau parce qu'on n'a pas déclaré, ou on a sous-déclaré, ou on a fait disparaître des documents de l'État au moment de déclaration. C'est pour ça que l'informatisation, c'est quand même une clé qui va résoudre l'ensemble des problèmes. Mais cela ne suffit pas. Nous pouvons bien arriver à vaincre le coulage des recettes, mais il faut augmenter les recettes de l'État. Et pour cela, il faut une augmentation de la production interne. Et c'est là que nous saluons l'action du gouvernement dans le domaine agricole. Parce que l'agriculture, c'est une activité qui occupe 70% de la population congolaise. Donc, il faut faire en sorte que l'activité agricole soit plus productive et plus rentable. Tant l'agriculture faite par des individus que l'agriculture industrielle. Et aujourd'hui, avec le projet pilote de Mukangalonzo, on couple les deux. Il y a une activité industrielle pour produire en grande masse, mais en même temps, il y a une politique pour que les industriels accompagnent les populations locales dans des meilleures pratiques culturelles. Ça, c'est un premier des aspects. Et un deuxième aspect, c'est l'exploitation pétrolière. Dans notre pays, nous devons arriver à produire du pétrole pour atteindre et dépasser tout au moins la production du Congo d'en face, où on produit 400 000 barils par jour. Nous en sommes à 25 000. Et si on arrive à 400 000 ou à 500 000, ce serait multiplié par 20 les recettes qui proviennent du secteur pétrolier. Aujourd'hui, nous en tirons 400 millions. Si on arrive à 20 fois plus, ça sera 8 milliards de dollars de plus qui viendraient du secteur pétrolier. Il y a également le secteur touristique. Étant donné que la paix est revenue aujourd'hui, nous devons mettre à profit le tourisme. Nous avons des parcs qui sont très attrayants et qui rapportaient de l'argent à l'époque, qui peuvent remettre aussi des recettes à l'État congolais, mais aussi la culture en général. On ne s'en rend pas compte. Moi, je viens de Kampala où j'ai passé 3 jours dans une conférence, et là où tous les ministres et parlementaires ougandais vont écouter la musique, c'est à Imperial Hotel, c'est un orchestre des Congolais. Mais quels sont les dividendes que nos musiciens tirent? Vous avez annoncé un musicien chrétien ici. Est-ce qu'on peut être sûr que tous les œuvres de Marc Kalambayi profitent à Marc Kalambayi ou à l'économie congolaise? Il faudrait donc qu'on arrive aussi dans ce domaine-là où nous sommes très appréciés à travers le monde, que ce soit la musique chrétienne ou la musique mondaine, faire en sorte que tout cela profite à l'économie et permette qu'il y ait des hommes riches qui soient dans ce domaine-là. Donc, nous avons une diversité d'activités qui peuvent nous permettre à ce qu'on accroisse avec les tout ça, de l'État. On peut même se passer de l'aide extérieure, on Absolument, pourra avoir un budget assez colossal. C'est très clair. Si dans 5 ans, on arrive à produire 400 000 tonnes, plutôt 400 000 barils de pétrole, on peut se passer de l'aide extérieure qui n'arrive pas à 2 milliards de dollars par an.
c'est insignifiant des milliards de dollars du reste. Et si on arrive à un accroissement de la production agricole, déjà, nous pouvons diminuer pratiquement de 30% les devises que nous allouons aux importations de produits agricoles, parce que nous importons tout. Il n'y a pas de honte à le dire aujourd'hui, c'est une évidence. Donc, il y a des secteurs d'activité qui peuvent amener un plus grand dynamisme de l'agriculture année 1 et les favoriser, non seulement parce que l'État a investi de l'argent dedans, mais aussi parce que l'État est en train d'investir sur les voies de communication, les voies d'eau, les voies ferroviaires, les voies routières et les voies aériennes. Le gouvernement a annoncé qu'en 2015, la société Congo Airways va s'élancer, qu'on va remodéliser ou remoderniser plutôt les aéroports de Gemena, de Guadolité, de Kisangani, je ne sais plus d'où ailleurs, et qu'il y a des bateaux qui vont se remettre à circuler. Donc, ce sont les mesures incitatives que le gouvernement doit mettre en place pour permettre à ce que l'économie soit de plus en plus dynamique. Elle est déjà, l'économie congolaise est dynamique, mais nous avons une faiblesse, c'est que la plus grande partie de nos recettes provient d'un seul secteur, le secteur minier. Il faut donc une diversification. Je viens de vous citer quelques secteurs porteurs qui peuvent permettre à ce qu'on mobilise davantage de recettes. Voilà, avant de conclure avec vous, monsieur le député national, je voudrais qu'on parle en quelques secondes de la position de la SENCO sur la révision constitutionnelle, une position qui est aujourd'hui au centre de controverses. On a appris ce qui s'est passé à l'Odja, de prêtres qui ont été pris à partie. Comment analysez-vous cette situation? Je crois que la violence, d'où qu'elle vienne, doit être condamnée. Et à l'occurrence, nous regrettons que des prêtres soient pris à partie pour avoir donné une position des évêques. Mais la faute aussi incombe à ces évêques, parce qu'il n'est pas normal, dès lors qu'eux-mêmes ils disent qu'il s'agit d'une opinion, qu'une opinion soit transmise à la chair, donc à l'Église, ou au sein de l'Église, il y a des gens qui partagent ces points de vue, de la révision constitutionnelle, d'autres qui ne les partagent pas. Et donc, en termes d'opinion, des questions temporelles, et qui ne sont pas des questions dogmatiques, je crois que les lieux seraient les mieux indiqués, faits dans des conférences, sans pour autant donner l'impression aujourd'hui que tous les catholiques doivent se ranger derrière les positions des évêques. En même temps, il est étonnant, j'ai lu la déclaration lue par Léonard Santedi, l'abbé Léonard Santedi, qui dit que la SENCO entend également fixer l'opinion sur le fait qu'il n'y a pas de soulèvement d'une partie des fidèles catholiques contre la hiérarchie de l'Église, mais bien une manipulation de quelques jeunes non catholiques à des fins inavouées. Moi, j'ai vu ces jeunes-là qui étaient allés déposer un mémo chez les nonces. Je ne sais pas s'ils avaient des pièces d'identité ou des cartes de baptême pour qu'on sache qui est catholique, qui ne l'est pas. Ou il suffit de donner un point de vue. Quelqu'un qui se présente comme pasteur. Et puis oui, mais il s'adresse aussi aux gens de bonne volonté. Les gens de bonne volonté peuvent ne pas être catholiques. Donc, le fait que aujourd'hui un catholique dise un point de vue contraire à un évêque, qu'il soit considéré comme non catholique, ça devient dangereux. Donc moi, je risque d'être excommunié comme je suis catholique et que je ne partage pas leur point de vue. Non, je crois que l'église catholique, qui est mon église, doit avoir de la tempérance. À côté de nous, en Amérique latine, en Bolivie, et Morales a changé la constitution. C'est un pays à 90% catholique et il a été réélu. Mais il y a des catholiques qui le soutiennent. Donc je crois que l'église catholique doit garder sa fierté, sa respectabilité, en évitant de se mêler des questions de débat qui sont des débats des citoyens où catholiques, non catholiques peuvent avoir des points de vue divergents et l'Église doit nous dire, faites un débat, comme il vient de le dire, un débat citoyen, mais ne pas donner des ordres aux chrétiens parce que nous ne sommes pas leurs sujets en matière de vie temporelle, voilà. Nous leur sommes obéissants en matière dogmatique qui va nous permettre d'aller au ciel et non pas pour vivre ici sur terre. Merci beaucoup François Nzekouye, député national de la majorité élu de Rutshuru.